Le Taurus, c'est le missile à longue portée allemand. Moi, j'ai toujours pas compris si ça a été livré, s'il va être livré, mais en tout cas, d'abord l'affiche. Le coût 950 000 €. Donc, la portée 500. Oui, c'est pas cher, vous dites. Non, parce qu'il y a des trucs qui coûtent 2 fois plus. C'est abominablement cher. Mais il y a 140 missiles qui vont être les. Regardez, Machin Meryl, il fait très un peu théâtre caviar. Quand on dit oui, 950 000 €, mais c'est rien, 950 000 €. Avec les autres chiffres qu'on entend. Si vous voulez vous acheter un Taurus pour la maison, pour la décoration, voilà. Portée 500 km, vitesse 800 km. D'abord, commentaire sur l'importance de l'arme, amiral. C'est une arme extrêmement importante. C'est une arme importante dans la mesure où elle a une portée qui est légèrement supérieure, de l'ordre de 100 km. Le légèrement, vous apprécierez. Mais c'est quand même une arme qui a une portée supplémentaire par rapport à celle du Scalp ou du Storm Shadow que les Ukrainiens utilisent aujourd'hui. Et donc, elle peut aller plus loin sur des centres de pouvoir ou des centres d'armement qui n'étaient pas accessible jusqu'à présent. Est-ce que ça peut atteindre Moscou? Non, pas Moscou. Kilomètres. Et d'ailleurs, Merz a été très clair, c'est pour des objectifs militaires. Alors il y a des objectifs militaires dans la banlieue de Moscou. Ah oui, beaucoup. C'est parfaitement clair. On peut même dire que le Kremlin est un objectif militaire. Non, mais jamais le chancelier d'Allemagne. Non, mais c'est clair. C'est clair, je suis tout à fait de votre avis. Mais le problème, c'est le prix. Le problème, 950 000 € l'engin. Même si les Allemands veulent bien peut-être faire un prix d'amis pour les Ukrainiens. Le problème, c'est qu'on ne peut pas en tirer des centaines. Comprenons bien ce qui se passe. Je passe par Xavier Titelman qui est resté avec nous. Merci beaucoup. C'est toujours le même industriel. Est-ce que oui ou non, pour l'instant, les Ukrainiens ont des Taurus? Moi, j'ai toujours pas compris parce qu'il y a eu cette promesse des Allemands. On ne sait pas très bien si elle a été effectuée. Ça va. Non, les Allemands avaient dit effectivement qu'ils pourraient le fournir et ils ont mis en sorte de balance comme si finalement l'arrivée des Taurus ce serait une conséquence au viol du cessez-le-feu par Poutine, ce qui a eu lieu. Donc effectivement, ils n'ont pas été transmis et justement la question c'est est-ce qu'il y a déjà eu un travail pour l'intégration de ce missile sur les avions dont dispose l'Ukraine. Parce que s'il faut commencer maintenant à travailler, c'est encore une fois, rendez-vous dans 6 mois. Donc j'espère que cette annonce a été anticipée de quelques mois de travaux d'intégration. Les Polonais l'ont très bien fait quand ils ont voulu mettre les missiles occidentaux sur les Sukhoi 24. Là, on espère que ça ira plus vite. Et en fait, la réponse à votre question, Darius, c'est exprès. Parce que Merz a dit, on ne va pas dire exactement de quoi il s'agit, on va tenir les Russes dans le secret, parce que c'est aussi, c'est ce qu'on appelle, comment vous l'appelez, le brouillard de la guerre. L'ambiguïté stratégique. Voilà. Non, mais c'est normal, on ne dit jamais faut pas dire, à l'adversaire ou à l'ennemi ce qu'on fait, on ne va pas lui livrer les En revanche, ce qui est très important, c'est que Merz l'a promis quand il était candidat à l'élection. Et après, vous vous souvenez, il a eu une élection un peu, la nomination un peu difficile, et donc il y a eu une semaine pendant laquelle il a commencé à remettre en question ses engagements, etc. Là, il s'est installé déjà dans la chancellerie, et là, il a remis la couche, et je dois vous dire que là, ça a enragé les Russes, parce que là, ils n'ont pas aimé du tout. Alors, sauf qu'en fait, les Russes, justement, avec ces frappes sur les civils, font tout pour ça. Ils font tout pour que les Européens réagissent en envoyant davantage d'armes et que même, possiblement, les Américains le fassent. Ouais. Alors en Allemagne, c'est assez curieux parce que cette arme-là, on l'appelle le briseur de pont, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, et on se souvient de la conversation des 3 généraux allemands qui ont parlé justement de ce pont-là auquel on ne fait pas allusion. Le pont de Kerch. Mais il est énorme, ce pont de Kerch. Oui, mais vous avez vu comment tombe le missile, c'est très bien pour casser un pont. Il tombe à la verticale et donc le tablier tombe aussi. Quand vous dites que les Russes sont très énervés, ils le sont effectivement. Écoutez Peskov, qui sur le sujet alors est beaucoup moins sinueux que ce qu'on a entendu avant. Là, il est très net dans un ton un peu plus agacé. Ces décisions, si elles ont effectivement lieu, sont absolument contraires à notre aspiration à parvenir à un compromis politique et aux efforts qui sont actuellement déployés dans le cadre d'un tel accord. C'est une décision très dangereuse. Voilà. Justement, elle est dangereuse. Voilà. Et on est content qu'ils le reconnaissent. Ces missiles à longue portée, Scalp,
Storm Shadow, Taurus, attaque MS. Est-ce qu'il y a de la marge? C'est-à-dire actuellement, est-ce que Xavier Titelman, si les Ukrainiens, si les Européens leur donnent vraiment pleine possibilité de tirer comme ils le veulent, est-ce qu'ils peuvent frapper beaucoup plus qu'ils ne frappent actuellement? Oui. C'est une question de quantité de missiles qui vont être transmis. Et je rappelle encore une fois que les Américains, de leur côté, n'ont rien fourni. Vous le disiez, les missiles Scalp, ils avaient été réduits. Leur performance est au-delà de 400 km. Ceux qui avaient été fournis à l'Ukraine, on les a réduits à 300 km de portée, mais structurellement, ils pourraient tirer plus loin. Si le Taurus, qui en fait a la même portée que le Scalp, n'avait plus de limite, là, on pourrait taper notamment des dépôts de munitions qui sont enterrés et qui ne peuvent pas être détruits avec les simples petits drones kamikazes de 40 kilos qui sont utilisés par l'Ukraine. On pourrait taper sur des aéroports à beaucoup plus longue portée, mais ça veut dire que si les Russes sont obligés de reculer comme ça leurs avions qui lancent ces missiles de croisière tous les jours, ça veut dire qu'ils pourraient faire moins de missions sur une journée. Donc structurellement, ce type d'armes, si on les fournissait en quantité suffisante, permettrait aussi de réduire la quantité de bombes qui pleuvent sur les civils ukrainiens tous les jours. Y a-t-il un accord tacite? Parce que le pont de Kerch, il pourrait déjà être frappé en réalité, j'imagine, par une de ces armes en distance. Est-ce que les Européens et les Ukrainiens se parlent pour dire on ne va pas jusque-là pour l'instant? Oh non, je pense pas. Pourquoi? Ça, j'en ai pas la moindre idée. On n'en sait rien. Ils ont mis des limitations. Bon, au début, effectivement. Aujourd'hui, je n'en sais rien. Je crois que militairement, en fait, ça a perdu un peu de sens, puisqu'ils ont endommagé le pont de Kerch de telle façon qu'il n'est pas utilisé en plein régime. Et donc les Ukrainiens, Boudanov, il a dit à plusieurs reprises, on va le détruire. Donc en fait, il va franco, mais en réalité, vous avez compris que dans la réalité, ce n'est pas forcément la priorité. La priorité, c'est quand même les dépôts d'armes et les commandements, les points de commandement. Il n'y a plus que des voitures civiles qui passent par le pont. Au niveau symbolique, il n'y a plus du tout d'armées qui passent par le pont. Il n'y a plus que des voitures civiles. Il n'y a plus du tout des trains. Ils ne peuvent plus supporter les grands camions et les trains. Il faut rappeler aux téléspectateurs que, évidemment, la Crimée n'est pas rattachée à la Russie que par le pont de Kerch, parce que c'est une péninsule. Il y a le truc de terre maintenant. C'est une presqu'île, et donc il y a tout il y a le passage terrien. Ils ont occupé justement. Voilà, c'est par là que j'ai été couvrir en 2014 l'annexion progressive de la Crimée par les Russes. Amiral, quel est le potentiel là? C'est-à-dire, est-ce que demain, si les déclarations de Merz sont suivies des faits, est-ce qu'on peut voir une pluie de missiles, un certain nombre de missiles sur la Russie? Non, le problème, c'est qu'on est encore sur des armes de très haute valeur, donc c'est pas des grandes séries. C'est de nature à maintenir l'équilibre des forces entre les Ukrainiens et les Russes. C'est pas une arme décisive. Ça ne va pas changer le cours de la guerre. Ça va simplement ralentir les progressions russes, les rendre de plus en plus difficiles, leur rendre la guerre plus coûteuse. Mais c'est tout. C'est tout. Encore une fois, les stocks de missiles ne sont pas suffisants pour. On n'allait pas encore chez MBDA ne plus faire que ces missiles-là. Ils ont fait tout un tas d'autres choses. Et on est bien inspiré de recompléter déjà les stocks des armées occidentales. Vous savez, c'est toujours le même problème depuis le début de la guerre. En fait, on donne à l'Ukraine suffisamment ou juste pour qu'elle tienne, mais pas suffisamment pour répliquer, pour qu'elle gagne. On ne peut pas plus. Mais ça y est, tu disais que ces Taurus ne pouvaient pas être actionnés sans l'autorisation des États-Unis, puisqu'il y a des composants américains. Ça, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, c'est la décision de Merz, mais je crois que Trump a donné son accord. Et je vous rappelle aussi qu'il y a une autre décision aussi américaine. Ça concerne les chars Abrams de l'Australie, que l'Australie a fini de livrer la semaine dernière. Et donc les Américains ont donné aussi leur accord. Donc en fait, il y a quelque chose qui se passe quand même chez les Américains qui est différent par rapport à il y a 4 mois. Évidemment, et Trump sait très bien ne pas tout dire. Il ne dit pas tout. Il a une stratégie qui est de cajoler Poutine. Alors il reconnaît que ça ne marche pas. Il n'a pas la stratégie du bâton. C'est la stratégie de la carotte.
Mais il fait évidemment plein de choses, sans le dire. Par exemple, il ne se vante pas quand il effectivement donne l'autorisation à ces Taurus d'être livrés ou aux Australiens de livrer les chars. Il y a toujours les livraisons qui continuent. Il veut sa Trump Tower au milieu de Moscou. Est-ce qu'on est au stade où les Allemands s'attendent à un combat? C'est-à-dire, il faut dire, il y a des Allemands, notamment en Lituanie, qui sont déployés. Est-ce qu'on est au stade, les Allemands depuis 1945, c'était surtout pas la guerre, surtout ne pas participer à des combats. Est-ce qu'ils sont au stade où ils sont prêts à combattre? J'espère. Ils ont des règles d'engagement qui, pour le moment, tant qu'elles ne sont pas changées, les empêchent de combattre. Ils l'ont dit. En tout cas, il est plaçable pour ça. Pistorius, qui est ministre de la Défense, et d'une, et il y a leur chef du renseignement qui ont dit, en fait, ils se préparent à la guerre avec les Russes, à l'horizon de 2 ans. Vous savez, l'union entre l'Allemagne et la Russie est très ancienne. Mon père a fait ses études à Bonn. On considérait en Russie que les études valables, c'était les études des universités allemandes. Ils parlaient tous l'allemand. Ma mère parlait l'allemand. C'était vraiment, ils étaient très, très, très proches. Et c'est des choses qui sont difficiles à déraciner quand même. Parce que il y avait comme une espèce de respect réciproque, mais surtout que l'Allemagne était adoré par les Russes. Les Russes pensaient que c'était le lieu de la raison, du savoir, de la médecine, etc. Et que toutes ces... Moi, je ne crois pas une seule seconde que les soldats allemands, il faut évidemment l'autorisation du Parlement en Allemagne pour envoyer des soldats, je ne crois pas une seule seconde que des soldats allemands, même dans les 10 prochaines années, iront se battre contre des soldats russes pour l'Ukraine ou même pour la Pologne. Je n'y crois pas une seconde. En revanche, que des soldats allemands puissent effectivement se battre pour la protection du territoire allemand, oui. Voilà. Mais alors, les Allemands... question cas d'école. Vous êtes toujours avec nous, Xavier Titelman. Vous êtes quasi un combattant ukrainien. Je rappelle, là, vous êtes dans votre chambrette avec votre t-shirt et toutes vos armes derrière. Vous allez beaucoup en Ukraine, vous aidez les Ukrainiens à acquérir un certain nombre de drones. Si on prend une carte de la Russie, si vous étiez dirigeant, commandant en chef ukrainien, où est-ce que vous frapperiez prioritairement s'il fallait frapper des points militaires? On comprend bien que c'est militaire, c'est ce que dit Merz. Il ne s'agit pas de frapper évidemment des immeubles d'habitation, mais quel objectif militaire servirait vraiment l'Ukraine à être moins exposée? Belgorod. Alors, les Ukrainiens, ils le font tous les jours. Il faut se souvenir que la nuit dernière, ils ont frappé un aéroport militaire ukrainien avec des avions qui servent de transport stratégique. Et donc, le ciblage qui est réalisé par les Ukrainiens aujourd'hui, c'est celui qu'il faut faire, mais en plus grande quantité. C'est-à-dire détruire des usines, les usines de batteries telles qu'ils l'ont fait la semaine dernière, les usines de fibre optique dont on a parlé plus tôt et qui permettent de taper. Donc, en fait, en réalité, c'est tout ce qui permet de réduire la capacité opérationnelle de la première ligne, ce qui impose aux Russes de partir toujours plus loin pour fabriquer leurs usines, dans des environnements dans lesquels il manque de population. Donc en fait, la logique ukrainienne aujourd'hui, qui veut, parce qu'on parle beaucoup de ce que subissent les Ukrainiens, parce que les Russes tapent sur les civils, mais les Ukrainiens, de leur côté, eux aussi, ils sont des vecteurs de plus en plus efficaces, de plus en plus performants, de plus en plus nombreux, et qui tapent de plus en plus loin, et qui ont une vocation 100% militaire à chaque fois. On l'a vu au début du mois, quand les Russes ont retiré 150 systèmes de défense aérienne du front pour les mettre autour de Moscou pour éviter que les Ukrainiens puissent perturber le grand Raoult. Merci. Les Ukrainiens en ont profité pour taper massivement sur cette infrastructure militaire qui n'était plus protégée pendant l'espace d'une semaine. Et donc finalement leur logique qui est tout à fait opérationnelle et de viser à 100% les militaires, elle donne des résultats. Et s'ils ne le faisaient pas et s'ils n'avaient pas ces résultats, aujourd'hui l'Ukraine serait encore plus bombardée. Merci beaucoup, David Titelman. C'est très impressionnant votre maison avec je crois que vous avez tous les avions là qui vous entourent, toutes les maquettes d'avions là. Et qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que c'est? C'est pas que des maquettes. Ça, typiquement, c'est un morceau authentique de Sukhoi 34, un avion de chasse russe. Donc c'est produit en Russie, recyclé en Ukraine. Et j'ai toute la collection de tous les types d'avions qui ont été abattus par les Ukrainiens. Qu'est-ce que tu vas en faire? Un pendentif? Vous pouvez faire un sou de plat pour vos repas. C'est très très joli. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Salut, la colère russe contre l'Allemagne. Il y a, vous avez raison de le rappeler, le vieux fond culturel Catherine II, ses origines allemandes. Mais il y a aussi l'autre aspect, le passif de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr. Et ça, alors, chez les dirigeants russes, ils en jouent à 200%. Medvedev,
Medvedev, qui va alors toujours au canon de, je sais pas combien, 250, le candidat à la chancellerie, Friedrich Merz, est hanté par le souvenir de son père qui a servi dans la Wehrmacht hitlérienne. Il suggère maintenant une attaque sur le pont de Crimée. Réfléchis-y à 2 fois nazi. Oh là 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 là, il va sous la taille. Il a pas peur. Toujours la finesse. C'est exploiter le sentiment de culpabilité qu'ont les Allemands et qui sont une réalité. Et d'ailleurs, au début de la guerre, on se souvient que Scholz avait dit on ne reverra pas des panzers dans la grande plaine ukrainienne. Donc ça, c'est effectivement ce qu'il exploite. Rappelez-vous, Madame Merkel, pareil, elle disait je ne veux pas de voir un char qui aille d'ouest en est. Pour elle, c'était une vision terrible. Non, mais absolument. Sauf que là, les choses. C'est assez inquiétant pour nous parce que aller d'est en ouest, c'était pas terrible non plus. Les choses ont complètement changé aujourd'hui, en particulier avec le chancelier Merz. Mais les Russes continuent à exploiter ça, à les traiter de nazis, comme ils traitent les Ukrainiens de nazis. Maintenant, quel crédit faut-il accorder à Medvedev ? Moi, j'ai beaucoup de doutes. Oui, parce que en fait, il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier que en fait cette haine. Bien évidemment, c'est la génération de mes grands-parents et peut-être un tout petit peu de mes parents, ceux qui ont vécu vraiment la guerre. Je vous rappelle maintenant, le plus jeune engagé dans l'armée rouge qui s'est engagé en 1945, actuellement, il a 98 ans. Ça veut dire qu'il n'existe plus quasiment. Il y a quelques centaines ou quelques milliers de personnes à peine. Et sur la nouvelle génération, les jeunes Russes, ils adorent quand même les voitures allemandes et donc ils adorent tout un tas de y compris la gastronomie allemande parce qu'elle est compatible avec la Russie. Vous savez les cornichons salés et non pas dans le vinaigre. Et puis donc en fait ce discours-là, il ne marche pas sur les jeunes. Alors il ne marche pas en Russie, mais il marche en Allemagne. C'est-à-dire le sentiment de culpabilité reste fort. Et moi je me souviens de mon collègue allemand à Moscou, qui faisait très attention à cela, qui allait régulièrement à Volgograd, qui avait justement tout un tas de programmes culturels, de réparation. Donc c'est ça que les Russes exploitent. C'est pas les Russes qui aujourd'hui ont cette haine de l'allemand. Là vous avez raison, mais c'est ce passé. C'est la deuxième, la troisième et même la quatrième génération après la guerre en Allemagne.